merci de votre fidélité. Vous avez tout constaté, un changement de décor corporel, décor physique aussi, donc bien masqué pour la seconde partie de New World Forum. Et pour cause, on vous dira pourquoi. Et nous parlons du Covid-19. Est-ce qu'on passera de la crise sanitaire à une crise humanitaire? C'est l'interrogation du jour avec 3 médecins, 3 spécialistes de la santé. Je vous les présente à gauche. Docteur Fanche Aokou, il est médecin de santé publique. À ma droite, juste à ma droite, docteur Michel Kodom, il est médecin interniste, président de l'ONG M-Afrique. Il vient de nous rejoindre. Le temps de lui arracher un bonjour à docteur Kodom. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Bien protégé. Et notre troisième intervenant, docteur Sosinou Aoussi, est le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Merci de rester avec nous pour cette seconde partie. Merci. Alors, je voudrais, pour commencer maintenant, vous interroger sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Est-ce qu'à votre avis, ces mesures sont bien suivies au sein de la population? Docteur Kodom n'avait pas beaucoup parlé, n'ayant pas été présent de la première partie. Je lui passe la parole. Docteur Kodom. Merci Gilles, merci à tous nos téléspectateurs et toutes nos téléspectatrices. Je profite de l'occasion pour saluer docteur Aokou et le SG du ministère de la Santé. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Peut-être le temps de rappeler que nous avons pris les masques parce que nous devenons de plus en plus nombreux. Exactement, voilà, donc, merci. La distanciation sociale étant difficile à respecter, donc pour que chacun se protège, nous avons mis des masques. Et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, et c'est ce qu'il fallait faire depuis le début de cette pandémie. Oui. Malheureusement, j'ai suivi le secrétaire général, il a dit, il a insisté là-dessus. C'est un virus qui n'a pas fini de nous dévoiler ses mystères. Et lorsque vous voyez les grandes nations, que ce soit la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, Donald Trump qui se trompe un tout petit peu, chacun va et revient, vous comprenez que ce n'est pas aussi facile de cerner plutôt la communication autour du Covid-19. D'où l'intérêt aujourd'hui d'insister là-dessus, que le port des masques ou des bavettes est important, plus que primordial. Le président Macron, il est autour de 36% dans les sondages aujourd'hui parce que justement les Français ne comprennent pas pourquoi on peut affirmer au début de cette pandémie que le port de masque n'était pas obligatoire. Pour nous, nous étions dans une autre logique pour dire que lorsqu'on sait déjà le mode de contamination, il faut donc éviter que les gouttelettes quittent les personnes infectées ou du moins que la personne non infectée se protège des gouttelettes éventuelles de la personne qui peut être infectée, d'autant plus que nous avons affaire à un virus, à un ennemi commun qui est invisible. Donc on ne sait pas qui est porteur, qui est malade, parce qu'il y a beaucoup de porteurs sains. Et donc, pour nous, la logique demandera ce qu'on se protège. Maintenant, pour revenir spécifiquement à votre question, de savoir est-ce que les mesures barrières sont respectées, à mon humble avis, avec tout le respect que nous devons aux autorités qui font beaucoup d'efforts pour contenir la propagation de cette maladie, il suffit seulement de voir un peu ce qui se passe à Décon. Décon, c'est une place publique. C'est une place publique commerciale dans la capitale. Il suffit de voir un peu le comportement des gens dans les bars. On se demande si le message très important, clair que le chef de l'État a eu à prononcer est suivi par la population. D'où ma réponse tout de suite, je peux dire qu'à 30%, ces mesures de barrière sont respectées parce qu'on voit... Donc ça veut dire qu'à 70%, ils ne sont pas respectés. D'où l'important d'insister, de communiquer, de sensibiliser et surtout d'aller vers des mesures drastiques. Il y a certains pays comme le Gabon qui ont donné l'ordre clairement que les militaires, les forces de sécurité, j'allais dire pour être plus précis, qui puissent rentrer dans les maisons, vérifier si les mesures de barrière sont respectées. Ça fait rire à la limite, mais étant africains, étant togolais, nous savons comment nous nous comportons vis-à-vis de ces lois et de ces mesures collectives. Donc, il faut aller vers des mécanismes de mise en œuvre pour pouvoir faire respecter ces mesures de barrière dictées et récitées par tout le monde, dont l'application est difficile dans la pratique. Docteur Aoussi, le constat du docteur Kodom n'est pas très reluisant. Si plus de la moitié hésite à respecter les mesures barrières, ça veut dire que vous devez travailler davantage. Bon, mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le gouvernement, avec les services compétents, s'était mis à l'œuvre pour accentuer la sensibilisation de la population,
deux problèmes s'étaient posés. D'une part, la compréhension même de ces mesures barrières. D'autre part, la disponibilité des intrants à utiliser pour respecter ces mesures barrières. Au départ, les gens pensaient que le gel hydroalcoolique était supérieur au lavage des mains à l'eau et au savon. C'est après qu'on a fait comprendre à la population que le gel hydroalcoolique, qui est d'ailleurs très cher, rapidement vidé dans les étagères des pharmacies et autres vendeurs, était plus cher et moins efficace que le lavage des mains à l'eau et au savon. C'est ça qui a permis maintenant à tous de se ruer beaucoup plus vers le dispositif de lave-mains. Il m'a semblé également que la population a cru comprendre que pour les masques, il y a des masques spéciaux contre le Covid-19. Alors que pour nous, tout est masque. Tout ce qui peut fermer la bouche et le nez, mais permettant de parler comme je parle, permettant de respirer comme je respire là, qui empêche que les gouttelettes infectantes la sortent pour infecter d'autres personnes, sont des masques qu'on peut porter. Que les masques soient en tissu, en pagne, en plastique, en tout cas n'empêchez pas la personne de vivre sa vie, de parler, de respirer, c'est des masques. Vous voyez, ce faisant, la population est à même de vivre normalement sa vie, mais simplement protéger se protéger et protéger les autres. Pourquoi les masques ne sont pas rendus obligatoires pour le moment? Vous savez, le gouvernement a pris beaucoup de mesures, je l'avais dit déjà tantôt. Il y a des mesures individuelles qui sont conseillées. Mais je parle d'obligation, est-ce que ce n'est pas plus simple? Et des mesures collectives qui sont prises. De rendre le masque plus obligatoire que le couvre-feu. Je reviens, je vous explique. Ouais. Le couvre-feu, je l'avais déjà dit, ça rentre dans ce qu'on appelle mesures barrières collectives. Ouais. Le port de masque et autres, il y a des mesures plus restrictives, par exemple le confinement et tout. Quand, en début d'une épidémie, vous prenez toutes les mesures à la fois, vous risquez d'arriver à la désobéissance. Mais la mesure la plus simple, la plus facile, la plus efficace, à mon avis, finalement, c'est le masque pour tout le monde. Bien sûr. Et c'est ce que je vous explique, que la population s'était confrontée à deux problèmes majeurs. C'est quoi on appelle le masque? Les gens avaient pensé que c'est simple. Ce que nous on a porté là, ce qui est fabriqué à l'extérieur. C'est ce que vous avez dit. Il avait été dit abondamment que le masque artisanal ne protégeait pas. Non. C'est des erreurs reconnaissons-le, c'est des erreurs de communication. Il fallait les changer chaque 3 heures. C'est des erreurs de communication. Masque, c'est masque. Fermez votre bouche, votre nez pour ne pas infecter d'autres personnes. Tout simplement ça. C'est ça. C'est tout simplement ça. Donc, vous savez, reconnaissons parfois que nous n'avons pas bien fait. Merci. Reconnaissons que nous n'avons pas bien fait. Donc dès demain, il faut rendre le masque, le port obligatoire. De toutes les façons, est-ce que vous avez écouté le Premier ministre la fois passée à l'Assemblée? Non, moi je parle que des dispositions sont d'être prises pour que le masque soit rendu obligatoire. Et ce qui est intéressant, il y a des collectifs d'industriels, des universitaires, de couturiers qui ont proposé déjà des masques artisanaux. Bon, je ne vais pas aller plus vite que la musique. Mais c'est pour dire que le masque, c'est le masque. Fermez votre bouche, vos nez. Si vous n'avez rien à faire dehors, restez chez vous à la maison. On ne prend plus plaisir à se balader face à cette épidémie. Voilà. Docteur Aokou, il me semble quand docteur Kodom parlait du respect à 30% des mesures barrières, il me semble qu'il fait plus allusion à la circulation, au regroupement de personnes. Hein, parce que quand vous sortez, vous jetez un regard dans la rue, c'est quand même frappant. Hein, les gens se rassemblent encore beaucoup. Et dans la circulation, dans le transport, vous voyez des taxis prendre 4, 5 personnes, 3 à l'avant, 5, 6 à l'arrière. Dans ce domaine-là, il y a encore fort à faire. Oui. Là, il faut que les syndicats, les associations de conducteurs puissent être mieux sensibilisés pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Est-ce qu'on n'a pas dépassé la phase de sensibilisation? Est-ce qu'il ne faut pas passer à la répression aussi? Il faut continuer. Même la répression, dans la répression, il y a toujours une phase de sensibilisation. Ouais. Donc, je pense qu'il faut, à partir de minuit
ce soir, normalement, les émigrants ne doivent plus circuler. Vous avez dit normalement, ça veut dire qu'ils continuent? Non, puisque c'est à partir de minuit, ils ne doivent plus circuler. Donc dès demain matin, probablement, on ne va plus les voir sur la voie. Et ce qui est intéressant... Est-ce que c'est acté? Parce que la mesure avait été prise dans un premier temps. Ensuite, il y a eu reculade. Oui, non, il n'y a pas eu de reculade. Il y a eu une suspension pour mettre en place les mesures d'accompagnement. Exact. Et il y a beaucoup de personnes qui ont commencé par bénéficier de ces mesures d'accompagnement. Moi, je venais hier pour une séance de travail en ville. Bon, ça a encore causé des attroupements au niveau de Mouve vers... les sociétés de téléphonie Oui, vers Novici. Même dans Goué ici aussi, c'était pareil. Aujourd'hui, la situation est un peu meilleure. Mais ce qui m'a un peu intéressé la dernière fois, il y a un agent des forces Covid-19, à un fait tricolore, il y avait un monsieur qui était sur sa moto, il n'avait pas son masque. Il a salué, il a tout simplement dit, monsieur, vous en avez besoin, achetez à côté, puisqu'il y avait les vendeurs qui étaient là. Donc ça, le monsieur s'est exécuté, il a pris, et puis il a continué sa route. Mais c'est que, encore, nous avons... C'est Lomé, nous voyons. En milieu rural, nous n'avons pas la même situation. Parce que l'information là n'est pas du tout appliquée. Tout ce que nous disons là au village, ce n'est pas encore ça. C'est vrai que les gens ne font plus les funérailles grandioses comme avant. Mais bon, se laver les mains, ça, ce n'est pas une préoccupation majeure. Les gens sont toujours assis côte à côte pour prendre leur verre de sodabi tranquillement. Mais quand vous allez en ville ici, moi j'ai vu encore des attroupements autour des pots de tchouk. Alors que faut-il juste faire devant les bureaux d'une mairie. Oui, dans ce cas, que faut-il faire, docteur Kodom? Alors, je pense que le Togo peut se réjouir d'avoir fait les élections communales, les élections législatives et les élections présidentielles avant la survenue ou bien la propagation donc, du virus sur le continent et au Togo particulièrement. Ici, les maires doivent jouer leur rôle. Normalement, c'est facile de verrouiller tous les mécanismes pouvant permettre de faire respecter la loi, les décisions prises par le gouvernement, parce que les maires sont là et proches des populations. Les maires peuvent recenser tous les cabinets ou cliniques non conventionnés, non agréés. Les maires peuvent aller dans les marchés parce qu'ils connaissent le nombre de marchés. Les maires peuvent tout de suite compter les points de vente de boissons locales, tchoukoutou ou de sorabi. C'est maintenant qu'ils doivent aller sur le terrain. Comme l'a dit le secrétaire général, lui, le secrétaire général ne peut pas descendre dans le quartier pour sensibiliser. C'est au niveau macro, au niveau plus élevé pour réfléchir sur les grandes orientations, mais la mise en œuvre, l'application ne relève plus de leur ressort. Il s'agit maintenant de services décentralisés, communautaires qui doivent aller sur le terrain. Pour ma part, je pense que le constat a été, moi j'ai donné à peu près 30%, ils n'ont pas démenti, c'est la réalité. Mais face à cette pandémie, si c'est le même virus qui sévit en Chine, qui sévit aux États-Unis, en Italie, en France, avec les morts, les cercueils que nous voyons sur les médias, si c'est le même virus, mais j'ai l'impression que nous sommes trop inconscients au Togo ou en Afrique, parce que ça n'a pas de sens de voir des cercueils de ce genre et ne pas avoir peur. À moins que le virus va changer et nous épargner de ça. C'est des scènes apocalyptiques qu'il faut vraiment essayer de prendre la mesure de ce danger et aller au front. Les maires font quoi actuellement? Comme l'a dit le docteur, comment on peut vendre encore tchoukoutou devant une mairie aujourd'hui? Donc prenez vos responsabilités. Nous, au niveau de M-Afrique, il a dit, dans les villages, nous essayons de nous orienter, d'aller vers les paysans aujourd'hui pour leur dire que le virus a quitté quelque part. Malheureusement, vous n'avez jamais vu l'avion. Vous n'avez même pas de passeport, mais le virus va vous inviter, va s'inviter dans vos communautés. D'où l'importance, l'urgence de vous prévenir, de vous outiller, de respecter les mesures barrières, parce que lorsque ça va venir au village, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Donc pour nous, le milieu rural est très important. Et le milieu
de praticiens de la médecine traditionnelle. Vous avez vu aujourd'hui, le grand danger, c'est que la médecine conventionnelle a montré ses limites dans la prise en charge. Tout le monde sait, dans le subconscient, c'est que le coronavirus n'a pas de médicaments, n'a pas de traitement. C'est-à-dire c'est ce que les gens ont dans la pensée collective. Quand bien même, il y a quand même des lueurs d'espoir en termes de prise en charge. Mais ces médecins traditionnels, ces médecins de la médecine traditionnelle, aujourd'hui, la population avant même avait confiance en cette médecine traditionnelle à près de 80%. Mais imaginez, aujourd'hui, on dit que la médecine conventionnelle a des problèmes. Les gens vont aller vers ces médecins traditionnels. Qu'est-ce qui est fait envers ces médecins traditionnels pour se protéger d'abord, pour pouvoir éviter de toucher tout malade fiévreux aujourd'hui qui va se présenter, ou bien qui doute à la maison que c'est comme si j'ai le Covid-19, vous m'y allez chez le médecin traditionnel parce qu'il est très fort. Lui, n'ayant pas assez d'informations, il risque d'être donc le vecteur qui va propager la maladie dans la communauté. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et le SG l'a dit, le docteur l'a dit, il faut décider. Nous réjouissons d'avoir protégé, d'avoir mis les masques sur ce plateau. C'est un message fort pour dire que la musique a changé. Nous avons fait des erreurs, il faut le reconnaître, ce n'est pas encore un drame et ce n'est même pas le moment maintenant d'accuser qui que ce soit parce que le Covid-19 est un mystère pour tout le monde. Donc, c'est de se ressaisir à chaque fois et de réorienter la stratégie de sensibilisation, de communication pour que nous ne puissions pas vraiment nous laisser envahir par ce virus-là parce que notre système sanitaire n'est pas aussi solide comme ceux de l'Occident qui sont spécialisés dans la riposte ou dans la gestion de ce genre de catastrophes sanitaires. Donc voilà un peu ce que je veux dire. On va commencer par répondre aux questions des téléspectateurs. J'appelle, ils peuvent nous écrire à travers nos réseaux sociaux, par WhatsApp, Facebook ou Twitter. On va prendre tout de suite la question du 90 24 98 11 90 24 98 11. Bonjour, merci pour l'émission, merci à lui pour sa question. Ma première préoccupation est de voir qu'est-ce que nos autorités peuvent faire pour rendre disponibles les masques à toute la population. Deuxième préoccupation, par rapport à l'interdiction aux taxis-motos de remorquer les passagers, est-ce qu'il n'est pas mieux de rendre obligatoire le port de masque à tout le monde accompagné de sensibilisation ? Je renvoie la question au secrétaire général du ministère. Merci beaucoup, Gilles. Je veux remercier cet auditeur, cet téléspectateur qui a posé la question. En fait, il est allé dans le même... déjà dans le même sens que nous. Et le port du masque, en fait, c'était déjà conseillé. Si c'est par acte administratif, je suis sûr que nos autorités supérieures vont prendre cet acte-là rapidement. Mais ce qui est demandé, les gens doivent passer... Restez chez vous à la maison si vous n'avez rien à foutre dehors. Je l'avais dit la fois passée dans un plateau de télévision que je ne reçois. Moi, actuellement, je reçois plus de visites à domicile. Ne venez plus chercher quoi que ce soit chez moi. Vous avez besoin de moi. Je prends le téléphone et puis je règle ça pour vous. Exact. Restez chez vous à la maison. Si vos enfants n'ont qu'à rester chez eux, c'est pour ça qu'on a fermé les écoles, les centres de formation. Portez les masques quand vous sortez. Ce n'est pas de la blague, quel que soit le type de masque. Actuellement, il y a suffisamment de masques et les gens se trompent un peu. Quand vous arrivez à tous les carrefours de rue, si les gens réclament les masques en tout cas à avoir gratuitement, ça c'est différent. Mais la population, en tout cas, les acteurs locaux ont commencé par produire suffisamment de masques. Actuellement, il y a tous les carrefours de rue, les masques sont vendus. J'aurais souhaité que les gens consomment les produits locaux. Maintenant, s'il y a des produits internationaux qui viennent s'ajouter, tant mieux. Mais ce qui est produit localement, les gens n'ont qu'à les consommer. Les gens n'ont qu'à les utiliser. Attachez vos bouches et vos nez. Ça va permettre de limiter, voire la inhiber propagation du virus. De cette maladie. Bon, c'est vrai, les masques, docteur Kodom, est-ce qu'il y en a assez? Parce que vous avez distribué près de 5000 masques d'ailleurs déjà. Ce n'est pas 5000, c'est 50 000. Oui, bon, oui, j'ai oublié un zéro. Vous avez oublié un zéro. Les conséquences sont très graves. Ouais. Voilà, oui, nous avons obtenu une dotation depuis 6 mois, tout un conteneur donc de masques. Donc depuis 6 mois, vous vous prépariez à l'arrivée du coronavirus? Non, pas du tout. C'est pas le contexte parce que vous savez, nos activités sont orientées vers le milieu rural avec les missions médico-chirurgicales.
Donc, lorsque nous allons pour aider les populations, opérer les personnes, il faut se protéger. C'est des plaies souvent opératoires propres. La personne est normale. On ouvre, en travaillant, on opère. Il faut s'assurer qu'on n'infecte pas ces plaies. Donc, pour nous, c'était des mesures que nous respections pour garantir une bonne prise en charge de ces patients dans les villages. Donc, on avait une dotation. Et comme le coronavirus est invité de façon inattendue, on s'est dit, écoutez, nous allons suspendre nos missions médico-chirurgicales parce que le gouvernement a interdit donc les rassemblements. Nos missions, c'est 200, 300, voire 500 personnes qu'on opère. Donc, on s'est dit, on va remettre donc ces masques à la population. Donc, ici, nous avons ciblé, dans un premier temps, les groupes socio-professionnels organisés qui interviennent directement dans la riposte. Donc, il s'agit des médecins. Il s'agit donc de l'association, le SYNFOD, le syndicat des praticiens hospitaliers du Togo, les forces armées, la gendarmerie, parce que voilà, les forces de l'ordre seront sur le terrain. Et maintenant, la question, c'est la disponibilité des masques. Est-ce qu'il y en aura assez? Oui. Quand on va le rendre obligatoire? Bien sûr, le secrétaire général l'a dit, il faut consommer local. Nous étions l'une des rares organisations à dire que porter les masques. Oubliez les Français, excusez-moi l'expression, oubliez les Français, nous n'avons jamais vu un Chinois dans la rue sans les bavettes ou sans les masques. Nous étions là, les criards le disent, parce que lorsque vous voyez la physiopathologie, le mécanisme de transmission, le mode de transmission, on se dit, mais vaut mieux se protéger que de jouer au courageux, parce que le virus, il est invisible et puis c'est par voie aéroportée. Donc pour nous, pour la fabrication de ces masques, nous avons vu des reportages passés sur des grandes chaînes. Il y a des masques maison. Il suffit d'aller sur Internet, vous allez voir comment on fabrique les masques maison. Mais ce que je voulais ajouter, c'est comment tester un peu l'efficacité des masques. Parce que c'est une question de maille. Vous voyez, lorsque je croise les doigts comme ça, lorsque je les glisse, ça ferme. Mais lorsque il y a de l'espace, le virus peut passer. Donc pour nous, lorsque vous voyez comment les masques chirurgicaux sont conçus, ça nous amène à réfléchir et à sensibiliser la population dès maintenant en disant que ne portez pas les pagnes avec des mailles ou lorsque vous les mettez devant vous, devant vos yeux, vous voyez déjà les trous qui se font voir. Ça n'a pas de sens de les porter. Donc c'est de faire en sorte que le tissu que nous allons prendre soit des tissus qui nous rassure que, au moins si je porte ça, Dieu merci, je peux être protégé. Et faire des exercices, allumer un briquet, souffler pour voir si lorsqu'on souffle, est-ce que le feu ça s'éteint. C'est des mesures pratiques qu'on peut vérifier avant de porter le masque parce que c'est un virus invisible à l'œil nu. Donc, prendre des mesures pour que, justement, on ne soit pas contaminé. Donc, pour la disponibilité, le secrétaire général l'a dit, il y a un communiqué du ministère du Commerce qui a été clair là-dessus. Tous ceux qui sont capables de fabriquer les masques, les couturiers, venez vous enregistrer au niveau du ministère du Commerce. Ils vont essayer d'organiser ça pour que la production soit en quantité et en qualité suffisante pour la population. Merci. Nous allons prendre la question du 91 33 92 10 91 33 92 10. Alors bonjour, merci pour l'émission. Comment ferais-je, moi qui suis à Védi et qui veux aller à Nukafu ou Badago pour le service alors qu'il n'y a pas de taxi direct puisqu'on interdit les taxis motos. Vous l'avez dit à partir de minuit, c'est le problème de circulation là. Docteur Aoukou? Oui, bon, je ne sais pas si son service est itinérant. Ou il quitte à Védi pour un point précis, mais s'il quitte à Védi pour aller à Nuka, il faut faire le tour. Non, de façon générale, c'est pour dire si vous n'avez pas de moyens de déplacement, comment vous faites en cette période si vous n'avez pas de taxi. Je pense qu'il y a une organisation interne à chaque service qui permet de faciliter le déplacement des travailleurs. Même si on a dit que c'est de 9h, pas pour la profession médicale, pour les autres de 9h à 16h, c'est qu'en interne de l'administration, il y a une autre organisation qui est mise en place et c'est des roulements pour les travailleurs. Maintenant, s'il n'a pas de moto pour aller au service, il y a Sotran. Bon, il y a encore les taxis qui sont là, qui circulent, mais avec limitation de nombre de passagers. Il y a mais les taxis ne vont pas partout.
Oui, à Sotral. Non, ça dépend de l'itinéraire que vous voulez prendre. Parce que si on me dira qu'on ne va plus, on va pas payer la course, comment ça se fait? Non, vous savez, vous ne pouvez pas faire face à une épidémie de ce genre sans que la population concède au sacrifice. Mais il y a beaucoup de moyens roulants. Si la personne n'a pas de moyens roulants autonomes, une moto, une voiture, les taxis ne sont pas interdits de circulation. La circulation urbaine à base de la société Sotral, ça continue toujours pas à fonctionner. Il suffit seulement de sortir de chez soi, quelque part, on arrive, on prend le taxi, on va au service. Vous savez, ici, il faut que chaque Togolais puisse accepter, sacrifier une partie de sa liberté habituelle pour que ensemble nous puissions arriver à bout de cette épidémie. D'accord. Une question. Ce qui veut dire que cet auditeur a raison de poser la question, mais il n'a qu'à se demander quel effort lui-même il fait pour contribuer à limiter la propagation de cette épidémie. Alors, cette question, sûrement qu'elle est destinée, elle est adressée aux auditeurs généraux. 92 97 36 90. 92 97 36 90. Bonsoir, monsieur le journaliste. On vous remercie pour vos efforts. Merci. Alors, la question, avez-vous la conviction que le nombre de décès est toujours à 3 ? En plus, et avec plus d'une centaine de victimes, une centaine de malades, parce qu'il y a une rumeur qui a circulé entre-temps, que des cadavres sont notamment enterrés. Alors, monsieur le secrétaire général, est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne de ce téléspectateur? Oui, je veux bien éclairer, parce que c'est une question que j'attendais d'ailleurs et depuis pour donner des explications claires. Vous savez, nous sommes en épidémie. D'accord? Oui. Il y a des personnes que nous avons identifiées et qui sont infectées par la maladie. Aujourd'hui, nous sommes à 76. Parmi les 76, malheureusement, nous avons perdu 3. Paix à leur âme et condoléances à leur famille. Bien. Pendant que l'épidémie a commencé, il y a une situation qui se pose. Ce n'est pas parce qu'il y a épidémie de coronavirus que les gens ne devraient pas mourir de leur mort naturelle ou par accident. D'accord? Bien, ceux qui sont malheureusement décédés dans les formations sanitaires, je vais dire dans les centres de santé, on connaît les raisons pour lesquelles, en tout cas du moins le diagnostic de leur décès. Mais il arrive que certaines personnes meurent dans leur chambre ou à des lieux. Par exemple, une personne a été retrouvée à la plage. Il y a des gens qui meurent tout seuls dans la rue. Quand la population découvre ces genres de corps, ils sont tétanisés. La population est tétanisée. Et ils appellent rapidement les services compétents. Nous avons trouvé quelqu'un. On ne sait pas de quoi cette personne est décédée. Donc du coup, les services municipaux touchent les services d'hygiène et d'assainissement. Et ensemble, pour précaution, on vient faire le prélèvement chez cette personne. Pendant ce temps, par mesure de prudence, ces personnes sont amenées pour être enterrées. Donc, bien évidemment, quand on voit ces genres de mouvements, on ne peut que confondre ça à ceux qui sont réellement décédés dans notre centre de prise en charge de Covid-19. Bien, c'est clair. C'est ça qui a fait confondre. Quand j'ai écouté l'audio, j'ai dit, voilà, quand vous manquez d'éléments d'analyse, vous pouvez dire ce que vous... ce que je me suis dit, c'est que ça a son utilité. Ça permet à la population de savoir que vraiment l'épidémie existe et que ça peut tuer. Mais parallèlement, la personne s'est trompée d'analyse parce qu'il n'a pas tous les éléments de son analyse. Ce n'est pas des morts de Covid-19, c'est simplement des morts, qu'on peut dire des morts. Non. Vous voulez intervenir pour expliquer un peu rapidement parce que puis dans ce cas, moi je ne trouve pas l'intérêt que le gouvernement aurait à cacher dissimuler des morts. Tout à fait. C'est-à-dire le gouvernement aujourd'hui a la responsabilité de contenir l'épidémie au Togo. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a des morts, il faut signaler pour que la population prenne conscience et éviter d'être contaminée pour ne pas mourir.
Donc, je ne crois pas que ce soit une bonne stratégie pour le gouvernement de mentir sur les corps. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment dire haut et fort. Et je vais ajouter que ceux qui sont morts et qui ont été appelés c'est pas l'alerte de la population et que nous avons pris pour aller enterrer avec les mêmes personnes, les résultats de leur test au coronavirus, tout est négatif. Donc, ça veut dire que tout ce monde-là ce n'était pas coronavirus et que c'est juste l'affolement de la population, mais nous avons fait notre service. D'accord. On va prendre le 90 29 20 00. 90 29 20 00. Alors, bonjour le panel. Est-ce que l'usage des dispositifs de lave-mains à robinet manuel ne présente pas de graves dangers de propagation de virus de Covid-19? Qui veut bien répondre à cette question? Parce qu'on a vu installer un peu partout dans la ville et ailleurs des dispositifs de lave-mains avec robinet parce qu'il faut ouvrir avec la main et vous finissez de vous laver les mains. Il faut refermer avec la main. Donc, le téléspectateur demande si cela ne présente pas plus de danger que de ne pas se laver les mains. Bon, les dispositifs de lavage de mains adaptés, c'est ceux qui sont à pédale pour libérer l'eau ou ceux dont le robinet peuvent fonctionner avec un coup de coude. C'est-à-dire, c'est avec le coude qu'on pousse le robinet. Et ça évite qu'on ressouille sa main et qu'on souille le robinet. Mais quand vous voyez, il y a plus de robinets à main qu'à pied. Moi, je n'ai même pas encore trouvé un seul dispositif de lave-main en ville à robinet. S'il y en a, ce n'est pas difficile. Ils n'ont qu'à simplement appeler le plombier et puis ils vont réadapter. C'est un dispositif simple pour réadapter pour que ça soit à pédale. C'est trop simple ça. Docteur Kodom? Oui, contrairement à ce que le SG a dit, moi j'ai vu beaucoup de dispositifs. Lorsque vous allez au Carrefour GTA, il y en a plein avec le robinet. Mais ceci dit, le SG l'a dit, c'est une situation d'urgence sanitaire. Les gens spontanément proposent des solutions aux problèmes parce que nous sommes surpris, mais c'est au vu des explications que nous allons apporter aux questions posées par la population qu'on va réajuster et adapter rapidement. Parce que la personne a la stratégie de lutte efficace et pour dire que voilà, le Togo est le meilleur. C'est à la fin qu'on verra quel pays a pu résister ou pas. Mais pour l'instant, c'est d'être beaucoup plus tolérant et d'apporter des solutions aux questions, de répondre. Sinon, effectivement, moi j'ai vu des dispositifs. Au début, j'en avais même acheté, mais rapidement, on a changé ça avec des pédales et même des mécanismes électroniques automatiques, mais c'est très cher, ça coûte 2 millions. On a installé un à la clinique chez nous, mais lorsque vous allez, vous enlevez la main, vous prenez le savon, c'est automatique, mais c'est très cher. 1 million pour une population, c'est pas ça qu'on veut, mais pour des surfaces comme les cliniques, les hôpitaux, où les gens viennent, il faut aller vers ces mécanismes. Ceci dit, il faut rectifier en allant vers des mécanismes à pédale, et insister là-dessus parce qu'on peut le faire sur place ici, on ne le commande pas et c'est ce qu'il faut promouvoir. À la fin de cette crise, que vraiment l'artisanat aussi puisse s'adapter à nos réalités et pour apporter des solutions concrètes aux besoins de la population. Alors, je voudrais ajouter, si vous permettez, que c'est l'occasion de lancer l'appel. Réellement, on n'a pas eu à être informé qu'il y avait des dispositifs manuels et aussi nos services compétents certainement ne sont pas au courant. C'est l'opportunité ici de demander à la population de s'approcher des services compétents du ministère de la Santé. C'est la direction de l'hygiène et d'assainissement de base pour les orienter vers les dispositifs appropriés. Ceux qui ont des dispositifs manuels, c'est l'occasion de leur dire que c'est important de changer le mécanisme en un mécanisme à pédale. En tout cas, un mécanisme qui ne permet pas à la main de rentrer en contact à l'ouverture de l'eau. On va répondre au 90 26 40 04. 90 26 40 04. Bonjour. Pensez-vous que le comité de riposte mis en place contre le Covid-19 ne nécessiterait pas d'inclure les sociologues, les psychanalystes, étant donné que cette crise sanitaire est aussi sociale? Il me semble que la question s'adressait à notre invité précédent, le ministre. Cette fois-ci, M. Pouli revient. Bonjour, messieurs. Chapeau à l'émission de sensibilisation sur les mesures contre la propagation du Covid-19. Ma préoccupation est la suivante. Le secrétaire général a convié à l'achat des masques qui se vendent dans la rue
et au carrefour de la ville de Lomé. Pensez-vous que ces masques sont adéquats et hygiéniques à partir du moment où ils ne sont pas bien protégés, car c'est à l'air libre et ils sont tenus? N'est-il pas plus bienséant d'orienter les populations à se les faire fabriquer elles-mêmes en lieu plus ou moins sûr? Docteur Police. Oui, mais c'est, l'un ou l'autre, c'est bon. En fait, le plus important, si vous achetez des masques et vous pensez que ça n'a pas été, en tout cas, tenu dans des conditions hygiéniques appropriées, au fait, ce qui est intéressant au Togo, c'est que ce qui est proposé de façon artisanale, c'est que c'est recyclable, c'est lavable. Si vous lavez bien et que vous séchez votre masque, vous le portez. Dans la réalité, ce qu'on veut, c'est que les gens se protègent. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller ramasser n'importe quoi. Vous allez voir les conditions dans lesquelles c'est tenu. Si vous prenez quelqu'un qui tient un masque qui visiblement a été ce qui a été jeté par quelqu'un et puis on ramasse pour vous vendre, vous n'allez pas acheter ça. Ce n'est pas de ça on parle. Il ne s'agit pas d'aller Est-ce que les masques sont réutilisables? Dans la réalité, non. Si c'est des masques de ce genre. Mais ce que nous fabriquons en tissu, franchement, si c'est possible de les laver, c'est un peu comme nos habits, de les laver, de les utiliser. De Javel, en tout cas, moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Une fois encore, nous sommes dans une situation nouvelle. Il y a beaucoup d'inconnus. D'accord. Le but visé, c'est de se protéger la bouche et le nez. D'accord. 90 06 0809, 90 06 0809. Merci pour l'émission. Je suis avec beaucoup d'intérêt. Ma question est la suivante. Les réseaux sociaux nous disent de ne pas porter les masques venus de l'extérieur, car ces masques sont contaminés par les Occidentaux. Qu'est-ce que vous dites à propos, docteur Aoukou? Non, vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a du tout. Il y a du bon, il y a du vrai, il y a du faux. Et actuellement, en période de crise, il y a beaucoup plus de faux qui circulent. Vous savez, la théorie complotiste, ça a existé toujours et ça va continuer par exister même après la pandémie de Covid-19. Sachez, nous avons des spécialistes de la peinture en noir qui oublient qu'ils sont eux-mêmes dans le décor, donc ils se peignent aussi en noir. Et je ne sais pas d'où les gens tiennent leur information, parce que c'est des allégations sans aucune preuve. Je pense que tous ceux qui ont porté, nous, depuis que ça a commencé, nous portons les masques. Si c'était vraiment infecté par les Occidentaux, nous aussi, nous serons comptabilisés parmi les cas confirmés. Ça, c'est sûr. Donc, non. Aucune personne responsable ne peut aller jusqu'à contaminer les masques produits pour revendre quelque part. Les cadavres ne viendront plus s'approvisionner chez... Et puis, je voudrais ajouter qu'au fait, le virus en soi, quand on parle d'un virus, ce n'est pas un être vivant, en fait. C'est pas un être vivant, c'est juste... Il y a des théories qui disent comme un vivant. Hein. Non. Le virus, c'est une information génétique. C'est juste une forme, c'est juste un brin de protéines qui, malicieusement, arrive à s'introduire dans une cellule vivante et profite pour se répliquer, pour se multiplier. Donc, à supposer que les fameuses masques qui sont fabriquées depuis déjà quelques semaines ou mois avaient été malicieusement introduits dans les masques, le temps même de le transporter de là, puisqu'il faut que pour qu'un virus soit actif, il faut qu'il vive aux dépens d'une cellule. Il faudrait que la cellule dans laquelle le virus là se trouve reste vivante depuis la fabrication, depuis son intromission dans le masque, le transport, la disponibilisation jusqu'à... Non, ce virus est déjà détruit. Donc, il faut que les gens cessent ces histoires de théories complotistes. Mais si le virus n'était pas vivant, pourquoi il mourrait? Quand on parle même de mort du virus, c'est un truc... C'est une question d'inactivation. Exactement. Le virus, c'est un brin d'ADN, c'est un bout de protéine qui utilise l'information génétique d'une cellule vivante pour pouvoir assurer son métabolisme. Exactement, son évolution. Donc, si la cellule meurt, le virus n'existe plus. C'est fini. Le 91 44 95 63, 91 44 95 63,
Bonjour monsieur le journaliste, merci au secrétaire général et aux autres invités pour leurs efforts de sensibilisation. Et qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ce n'est pas possible que des équipes de sensibilisation soient mises au point à l'endroit des villages les plus reculés où l'accès aux informations est difficile? Docteur Kodam. Oui, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et au niveau, donc, je vais parler avec l'expérience faite à M-Afrique, où nous avons pratiquement 700 villages dans 5 villes, parce que nos interventions dans un de nos projets se situe dans 5 villes, à savoir dans 5 préfectures, j'allais dire, Vaughan, Cloto, Sotobois, Kara et Mango, où nous avons la cartographie de tous les villages, le nom de chef de village, le nom de chef de canton, les leaders d'opinion. Donc, eux, ils ont déjà l'information, y compris les médecins traditionnels. Donc, c'est vraiment tout un maillage. Lorsqu'il s'agit d'une crise sanitaire de cette nature, il faut aller vers le maillage du territoire pour que l'information aille au dernier paysan qui est dans le village le plus reculé, parce que c'est possible maintenant, je l'ai dit, nous avons fait les élections communales, les maires, les communes connaissent les cantons, les chefs cantons connaissent le chef de village, et donc on peut rapidement distiller l'information partout. Donc pour moi, c'est une question de méthodologie. Nous avons une expérience. Si le SG est ici, il peut appeler le directeur préfectoral de Sotobois, docteur Elim, il va lui dire vraiment la stratégie, que ce soit celle de Vaughan, la directrice de Vaughan, elle peut dire c'est toute une expérience que nous avons mis en place depuis 2 ans. Il faut regretter peut-être un peu que la société civile ne soit pas plus associée étroitement je pense au que mécanisme de riposte, parce que vous l'avez réclamé la dernière fois. Nous l'avons réclamé et la la société civile est en train de travailler là-dessus. Nous allons sortir un mémorandum d'ici mardi, parce que demain c'est fait mardi, quand nous allons soumettre au Premier ministre, au Président de la République et au ministère de la Santé, parce qu'il faut associer la société civile. C'est eux qui doivent sensibiliser, c'est elle qui doit sensibiliser. Oui. Mais je voudrais réagir. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Non, mais je vais réagir un peu pour dire qu'on ne va pas aller vers la victimisation. Le docteur Kodam avait dit quelque chose au départ qui était très intéressant. Le Togo a fini avec les élections. Dans la dernière, c'est les élections présidentielles. Mais dans cette crise, les élections municipales organisées 32 ans après, depuis 1987, sont décisives dans la mise en œuvre de nos activités. Quand vous voyez la coordination nationale de gestion de la riposte au Covid-19 mise en place par le chef de l'État, qui est directement sous le comité national de crise présidé par le chef de l'État lui-même, cette coordination-là s'appuie sur les comités locaux, qui sont au fait des comités locaux préfectoraux. La société civile travaille dans toutes les instances. Mais pour toucher la communauté de base, Dr Kodam lui-même, il vient de le dire, ils doivent aller vers les préfectures, aller vers les préfets. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que ce qui s'est passé à Sokodé, mais hier, j'étais surpris que quand le directeur régional de la santé m'a fait le compte-rendu, il y a plusieurs associations locales qui sont intervenues. Des gens ont donné des véhicules, des gens ont donné de la nourriture, les gens fournissent beaucoup d'intrants pour aider la population locale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, on n'a pas besoin que le gouvernement appelle les gens avant d'aller agir au niveau de la communauté de base. Exactement. Et lui le fait déjà. Exactement. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit pas de faire une corporation rigide à prendre la société civile. Sinon, ils sont là. Dans toute la chaîne, dans tout le moyen de... On va prendre encore 2 questions pour satisfaire nos nombreux téléspectateurs qui écrivent. Le temps de nous excuser, on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce que, comment l'appelle-t-on, la sollicitation est énorme. Alors, on va prendre le 91 69 50 41. 91 69 50 41. Bonsoir, et vous salue tous au plateau. Merci pour l'émission. Voici mon inquiétude. À partir de combien de jours une personne infectée du Covid-19 peut transmettre la maladie à d'autres personnes? Docteur Aoukou. Oui, d'abord, la personne infectée a entre 3 et 21 jours. Pendant cette période, elle peut être un porteur sain et contamine son entourage. Elle peut être un cas ayant déjà des manifestations de la maladie. Ça peut être une forme bénigne
comme une grippe saisonnière que nous avons régulièrement dans nos populations. Et pendant cette période, tant que la personne n'a pas réussi à éliminer le virus dans son organisme, peut continuer par contaminer. Maintenant, vous avez des personnes dites immunocompétentes, dont le système immunitaire est assez puissant, qui leur permet d'éliminer rapidement le virus. Au bout de 3-6 jours, ils ont fini d'éliminer le virus, donc ne constituent plus de réservoir pour leur entourage. Oui. On n'a plus le temps pour prendre une dernière question, peut-être 30 secondes. 90, 94, 90, 24, 90, 94, 90, 24. Bonsoir. Alors, je suis à Tchamba depuis que le Covid-19 est apparu. Les consommateurs de tchouk, boissons locales, continuent aisément leur consommation avec les mêmes calebasses autour du pot. Pourquoi les agents de sécurité ne les dispersent pas? Mais quand il s'agit d'un déplacement pour une activité urgente, l'on est immédiatement réprimé dans les lieux de bouclage, même si c'est tapis. Alors, qui peut répondre rapidement? Je peux rapidement. Rapidement, je pense que c'est un constat, c'est ce qui se fait sur le terrain. Il a raison. Au niveau des préfectures que je viens de citer, surtout Bois, Kara, il y a des campagnes de sensibilisation dans les marchés. Lorsqu'on va, c'est des gens qui sont en train de boire. Donc, il faut insister là-dessus parce que ça semble être loin. Malheureusement, le virus a pris la direction de toutes les préfectures. Donc, chacun doit se préserver. Sinon... Puis, c'est une question de responsabilité individuelle. Merci beaucoup d'être passé une fois encore. Docteur Raoku, docteur Raoussi et puis docteur Kodom. Et tous ensemble, les gestes barrières, ne les oublions pas. Protégeons-nous contre le Covid-19. Merci de votre aimable attention et à l'équipe technique qui a rendu cette émission possible. Merci aux fidèles téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre plateau spécial. À très bientôt.